restent dans les rangs. Ils sacrifient leur vie pour sauver leurs compagnons d'armes et les civils. Au cours des combats, nos militaires et les milices du Donbass se montrent héroïques. La brigade de fusiliers motorisés numéro 100 est particulièrement héroïque. Le colonel Bergade, dans la région de Volnovakha, a réussi à percer plusieurs rangs de défense que les nationalistes renforçaient et construisaient pendant près de 8 ans. Le commandant de l'unité de chars, Viktor Sokurik, a pu détruire 5 chars. Le 25 février, à Tchuginka, le commandant de la compagnie 165, le capitaine Alexei Lovkin, s'est heurté à l'unité des nationalistes qui comptait 15 chars et plusieurs véhicules blindés. En attaquant, il a pu éliminer la totalité de ses équipements et il a pu remporter la victoire dans ce combat. Et il a été le héros. Et Ganji Magomedov, malheureusement, reçoit cette distinction posthume. Il était ferme en commandant ses troupes et il protégeait ses soldats. Il a été gravement blessé, mais il a combattu jusqu'à la fin. Il a fait sauter la grenade pour se sacrifier et tuer également l'ennemi. Car c'est le combat contre les néo-nazis qui tuent les Russes. Vous savez, je suis profondément russe. Mais quand je vois ces exemples héroïques comme Ganji Magomedov, qui était venu du Daghestan, et je veux dire que je suis du Daghestan, je suis du Tchétchène, je suis russe, je suis tatar, je suis mordvine, je suis ossétine, car il y a plus de 300 groupes ethniques en Russie, et je ne peux pas même les énumérer tous, mais c'est un seul peuple puissant de la Russie. Mais je ne renoncerai jamais à ma conviction que les Russes et les Ukrainiens forment un seul et même peuple. Même si beaucoup d'habitants en Ukraine ont subi cet écervellement et cette propagande de la part des ultranationalistes, partisans de Bandera ou autres qui étaient du côté de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et notre combat contre les néo-nazis est prouvé par le déroulement des hostilités. Il y a des unités de néo-nazis et les mercenaires étrangers, y compris du Proche-Orient. Ils se protègent avec des boucliers humains. J'ai déjà dit qu'il y avait des données qui montrent qu'ils placent le matériel militaire lourd dans les villes, dans les zones habitées. Et ce sont donc les bandits, au lieu de remplir leurs engagements et de retirer leur matériel de ces zones habitées, des hôpitaux ou d'autres sites. Au contraire, ils en amènent davantage. Et en plus, ils prennent en otage des citoyens étrangers, y compris des milliers de jeunes étudiants qui étaient étudiants en Ukraine pendant plus de 24 heures. Ils retenaient à la gare à Kharkiv plus de 170 étudiants indiens. Ils continuent à les détenir et 500
personne a soumis. Les néo-nazis ont tiré sur les étudiants chinois qui essayaient de quitter Kharkiv et 2 d'entre eux ont été blessés. Je voudrais répéter que des centaines d'étrangers voudraient quitter les zones de combat, mais on ne les laisse pas faire. Ils les prennent en otage ou ils leur proposent d'aller via la Pologne, c'est-à-dire de traverser la totalité de la zone des combats, ce qui mettrait leur vie en péril. Nos militaires ont proposé et fourni des couloirs pour passer dans toutes les zones de combat et même des transports pour pouvoir évacuer les étrangers en lieu sûr. Je tiens à souligner une fois de plus, ce sont les nationalistes qui empêchent de le faire. Et je dirais même davantage, ils disent aux étrangers de s'adresser à leurs autorités de leur pays qui devraient s'adresser au ministère des Affaires étrangères ukrainien. Donc ces gens sont juste laissés sous le feu. Et les néo-nazis se comportent de manière encore pire avec leurs propres citoyens. Et ils les utilisent comme boucliers humains. Nos militaires voient que dans des villes des républiques populaires de Donbass, à Severodonetsk, Lysychansk et autres, il y a même des habitants qui sont placés à un étage intermédiaire, tandis que sous leurs pieds, au rez-de-chaussée, le matériel militaire, les canons sont placés et au-dessus, sur le toit, il y a des snipers. Seuls les fascistes se comportaient de manière aussi inhumaine quand les troupes soviétiques les combattaient, et notamment en libérant le territoire ukrainien. Je continue, je confirme que nos militaires font tout pour éviter des pertes humaines de ces représentants, notamment représentants étrangers, et malheureusement, ils y laissent leur vie, parce que nous voulons soutenir tous ceux qui ont combattu avec nous. Et pour tous les militaires qui prennent part à cette opération spéciale en Ukraine, il y aura des versements de 7 221 000 roubles. Il y aura une compensation mensuelle pour la famille de chaque soldat tombé au combat. Et je considère qu'il faudrait aussi avoir un versement pour les membres de tous ceux qui ont participé, pour les membres de famille de tous ceux qui ont participé. Il s'agit d'une enveloppe de 5 millions de roubles. Et tous les blessés auront également des versements d'assurance et invalidité si le militaire qui était un militaire professionnel ne peut plus continuer son contrat, il recevra 2 600 000 roubles. Si l'incapacité et l'invalidité est constatée, il y aura des versements mensuels. Je considère qu'il faudrait prévoir aussi des versements supplémentaires aux militaires de la défense, d'autres unités des forces qui ont été blessées, jusqu'à 3 millions de roubles. Je tiens à souligner à nouveau que nos soldats et officiers combattent sur le territoire ukrainien pour la Russie, pour la vie, pour les habitants du Donbass, pour la dénazification, pour la démilitarisation, pour qu'aucune anti-Russie créée par l'Occident depuis des années à nos frontières ne puisse nous menacer, et notamment par les armes nucléaires comme c'était le cas dernièrement. Notre peuple est fier de nos forces armées et nous allons toujours garder en mémoire nos compagnons d'armes qui sont morts. Nous ferons tout pour soutenir leurs enfants, leurs familles, pour que leurs enfants puissent faire leurs études. Nous soutiendrons leurs proches et je vous demande de rendre hommage par cette minute de silence à tous ceux qui sont tombés en Ukraine lors de cette opération militaire spéciale. Je vous en prie. Chers camarades, je voudrais
dire que l'opération militaire spéciale se déroule comme prévu pour les objectifs prévus. Tous les objectifs prévus sont atteints avec succès et dans les délais prévus. Je donne la parole au représentant du ministère de la Défense, Sergei Koujogotovitch. Voilà, vous venez d'entendre Vladimir Poutine, le président russe, s'exprimer sur la guerre en Ukraine, guerre qui a débuté il y a une semaine maintenant. Elena Voloshin, bonsoir. Vous êtes correspondante pour France 24. Vous êtes dans le pays depuis 10 ans. On vient d'entendre Vladimir Poutine, le président russe, qui a à nouveau parlé de dénazification de l'Ukraine. Il parle d'opération militaire spéciale. Il n'utilise pas le mot guerre, encore une fois. Vladimir Poutine qui estime que tout se déroule comme prévu. Oui, Vladimir Poutine qui, on le rappelle, a interdit à tout le monde d'utiliser le mot guerre en Russie, y compris aux médias. On doit parler de cette opération militaire spéciale. Alors moi, ce que je vois là dans son intervention, c'est un besoin et une nécessité de justifier le fait que la Russie est dans une opération militaire et subit des pertes. Parce que là, on voit de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, de messages, de témoignages de gens qui ont perdu leur fils, leur mari. Beaucoup de choses qui commencent à circuler sur les pertes que subit la Russie. Donc il fallait là que Vladimir Poutine s'exprime. Officiellement, l'armée russe a annoncé 498 morts. On sait que dans ce genre de situation, les chiffres ont tendance à être revus largement à la baisse. Donc d'abord, il est dans son exercice classique dans ce genre de situation, pas dans ce genre de situation parce qu'elle est inédite, mais de façon générale. Lorsqu'il y a une catastrophe, un attentat ou quoi que ce soit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il annonce des enveloppes pour les familles. Donc là, il a annoncé 5 millions de roubles pour les morts, 3 millions de roubles pour les blessés. Donc là, il a besoin de travailler au niveau de l'opinion publique, clairement. Il a évidemment justifier le fait que la Russie était dans le bon rôle, un rôle de défense. Donc il a dit effectivement pour la dénazification, la démilitarisation, pour les habitants du Donbass, pour contrer la menace anti-russe et aussi il a de nouveau brandi... On va réécouter Vladimir Poutine qui continue à s'exprimer, le président russe. A rencontré l'unité de nationalistes qui comprenait 15 chars et 6 véhicules blindés. Et le capitaine Lufkin et ces hommes ont détruit tous les véhicules blindés, 5 chars, sans perte humaine de son côté. Et j'ai signé l'ordre pour lieutenant-chef Magomedov pour la distinction héros de Russie, posthumement malheureusement. Il commandait ces hommes dans le combat de manière ferme et héroïque. Il défendait ses soldats et même en étant gravement blessé, il combattait jusqu'à la fin. Il s'est fait exploser pour exploser lui-même et les ennemis autour, car ce sont les néo-nazis qui autrement torturent les prisonniers et les tuent. Moi, je suis profondément russe. Je n'ai que les Russes dans mes gènes. Mais quand je vois un combattant comme lieutenant Magomedov, qui vient du Daghestan, une autre ethnie, et d'autres non-militaires, je veux dire, je suis de cette ethnie. Et Lakets et Dagestanais et Russes et Juifs et Mordvines et Ossétines, et plus de 300 groupes ethniques existent en Russie. Et je pense que vous me comprenez très bien. Et je suis fier de faire partie de ce monde et de ce peuple puissant qu'est le peuple russe, le peuple qui a différentes ethnies. Et en même temps, je ne renoncerai jamais à ma conviction que les Russes et les Ukrainiens forment un seul et même peuple. Et malgré le fait que beaucoup d'Ukrainiens ont été écervelés par la propagande nationaliste ou ont été intimidés, et certains consciemment ont suivi la voie des néo-nationalistes, les partisans de Bandera, ceux qui étaient du côté de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que nous combattons les néo-nazis est prouvé par le déroulement des hostilités.
Les unités néo-nazies, ultranationalistes et mercenaires étrangers, y compris du Proche-Orient, utilisent des civils en tant que bouclier humain. Il y a des photos qui montrent comment ils placent le matériel militaire lourd dans les centres-villes. Et ils agissent comme des bandits. Au lieu de remplir leur promesse de retirer ce matériel lourd des quartiers résidentiels, des hôpitaux et d'autres installations civiles, au contraire, ils y placent plus d'artillerie, des mortiers, des chars. Ils ont même pris en otage les citoyens étrangers, des milliers de jeunes étudiants étrangers qui suivaient leurs études en Ukraine. Pendant plus de 24 heures, 3060 Indiens étaient retenus et 566 étudiants chinois à Soum. Il y avait aussi ceux qui étaient à Kharkiv et qui ne pouvaient pas quitter cette zone. Ils étaient blessés. Il y a des centres.